C'est bon. Je ne sais pas si cela va être d'une main de maître après de tels échanges. Alors simplement, nous venons de voir les enjeux sociétaux relatifs à la protection des données avec les biais cognitifs, avec la question finalement qui sous-tend tout cela, c'est est-ce que nous sommes véritablement intéressés à protéger nos données? Est-ce que notre logique reptilienne ne nous interdit-elle pas finalement de nous y intéresser au-delà des problématiques de consentement? Alors je ne sais pas si on va vouloir protéger ma mère contre elle-même ou de son ignorance. Ce qui va m'intéresser, c'est qui va le décider. Et aujourd'hui, nous avons vu sur la première table ronde tous ces problèmes dans les enjeux sociétaux. Nous avons vu également sur les enjeux, les débats auxquels se livrent les entreprises, puisque c'est aussi un enjeu de compétitivité. Et puis c'est aussi un enjeu de souveraineté quelque part, parce que à qui profite le crime, les GAFAM? Est-ce que la France n'a-t-elle pas abandonné le RGPD finalement en laissant profiter les GAFAM de toute cette manne? C'est peut-être aussi ce qui sous-tend un peu les réflexions que j'ai entendues tout à l'heure. Et dans le domaine des données de santé, eh bien l'enjeu est encore plus prégnant, parce que j'ai envie de vous dire, c'est un peu tout cela. C'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu de compétitivité, c'est un enjeu de souveraineté, et puis c'est peut-être surtout un enjeu de civilisation. Alors, je vais commencer par présenter les intervenants rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Alors, en premier lieu, j'ai à côté de moi Philippe Loudenot, qui est haut fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information des ministères sociaux, qui est aussi administrateur du Club des experts de la sécurité de l'information, le CESIN, et à qui j'ai envie de poser cette première question pour d'abord dresser le périmètre. C'est véritablement, mais que signifie la sécurité des données dans le domaine de la santé? Alors déjà, il va falloir définir ce que l'on appelle une donnée de santé et ce que l'on veut adresser. Si je fais un rapide tour de table du monde de la santé, j'ai 4 grandes sous-directions qui se dégagent. J'ai toute la partie médico-sociale et puis établissement de santé, où là ce sont des données effectivement clairement nominatives qui touchent à l'intime. On peut remonter avec tout ce qui est partie sociale, recouvrement, donc avec des gens comme la CNAM, la CNAF, etc., où là j'ai de la donnée administrative, médico-administrative et de la donnée sociale. J'ai de la donnée de santé qui concourt au monde de la santé, qui sont les agents sanitaires, et toutes les données dossiers médicaux, là on revient sur de la donnée à caractère personnel, gérée par toutes les professions libérales. Donc il y a vraiment 4 grands secteurs à adresser avec des niveaux de maturité et des visions totalement différents. Est-ce que la multiplicité justement de ces acteurs n'est-elle pas un défi supplémentaire pour la protection des données de santé toujours? Alors aujourd'hui, j'ai bien aimé les débats précédents, notamment sur quelque chose, c'est qu'en France, malheureusement, nous avons tendance à travailler en mode silo et en mode expert. Donc, je fais partie d'un club d'experts, je n'aime pas le terme d'expert du tout, parce que pour moi, l'expert, c'est quelqu'un qui est forcément hors sol. Comme la législation, souvent. Un petit peu. Pour faire mon métier, moi j'ai besoin continuellement d'aller sur le terrain, d'aller voir des établissements type EHPAD, d'aller voir des cabinets médicaux, d'aller voir des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des gros hôpitaux, mes acteurs de CNAF, CNAF, etc. Parce que si je me coupe du terrain à un moment donné, tous les textes, tout l'accompagnement que l'on pourra faire sera vain. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, on protège la donnée à caractère de santé dans le cadre des échanges de professionnels au travers d'une messagerie sécurisée de santé. Comment fait un médecin aujourd'hui pour transférer directement à un patient sa famille ou ses accompagnants sans utiliser Gmail directement, parce qu'il n'y a pas d'outil de chiffrement proposé aux citoyens simple à utiliser. Parce que là également, faire de la sécurité, il faut quelque chose de simple. Si on devait faire un rêve, mais j'en reparlerai plus tard, c'est un petit peu faire de la sécurité à la Disney. Il ne faut pas que ce soit une contrainte ni pour le professionnel, ni pour l'utilisateur final. Donc, comme chez Disney, quand vous emmenez vos enfants, il y a de la sécurité partout, mais vous ne la voyez pas. Donc finalement, la sécurité ne sert à rien. Donc,
finalement, quand je vous écoute, elle ne sert à rien lorsqu'elle doit être prise comme une fin en soi. Elle doit avant tout servir un métier. Et ça, c'est ce que l'on oublie souvent. Mais alors, quand on vous écoute, est-ce que finalement, au-delà du défi généré par la multiplicité des acteurs, la complexité, le fait que finalement on touche à l'intime, le fait véritablement qu'on assiste à un monitoring permanent de nos données de santé sur le net, hein, y compris dès le plus jeune âge, c'est-à-dire un enregistrement également en continu. Comment fait-on pour relever le défi? On y répond de manière technique, on y répond de manière humaine. Comment fait-on? Les deux. Les deux. Alors technique, parce qu'effectivement, il y a des moyens techniques que l'on peut proposer pour protéger au maximum la donnée. En revanche, derrière, je crois beaucoup à la communication. Il faut expliquer aux gens pourquoi, les enjeux. Alors, je suis désolé, parce qu'il y a pas mal de monde de la CNIL qui est là, mais à l'époque où j'étais dans les services du Premier ministre, j'avais la CNIL dans mon périmètre en matière de sécurité. Et j'avais fait une boutade à l'ancienne présidente Isabelle Falque-Pirotin en disant à quoi sert la CNIL, puisque quand la CNIL a été créée, c'était pour le projet Safari. Aujourd'hui, je serai policier ou gendarme, je regarde les copains d'avant, LinkedIn et tous les réseaux sociaux. J'ai ma base de données qui en plus est à jour, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui les mettent à jour. On a un peu la même difficulté dans le monde de la santé, c'est qu'aujourd'hui on essaie de protéger des données et que l'on voit également une quantité de réseaux, de sites, où les gens spontanément donnent leur adresse mail, leur pathologie, le traitement qu'ils ont, et puis espèrent un avis médical. Alors au mieux, j'espère pour eux que ce sera réellement une réponse de professionnels de santé. Au pire, on peut craindre tout ce qui peut arriver. Alors, je vais donner la parole à Stéphane Larrière, et puis après, on va faire des petits allers-retours. Alors, qui est Group Chief Data Governance Officer de chez Atos. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il gère 85 DPO sur de multiples pays et une centaine de legal experts en data. Et j'aimerais qu'il nous donne son regard justement sur la particularité de la protection des données en ce qui concerne son retour d'expérience terrain. Comment l'appréhende-t-il? En fait, je vais abonder dans ce que vous venez de dire. Parce que ce que me remontent mes différents DPO, et ce qu'il faut savoir, c'est que Atos est un grand opérateur européen dans le domaine de la santé, mais pas seulement européen, puisqu'on a juste gagné hier un grand marché en Australie occidentale, où on va faire de la transformation digitale via un cloud hybride pour le ministère de la Santé. Ce que je vois, ce que je pressens, ce qui me remonte, ce qui analyse nos DPO et ce qui les inquiète aussi, c'est effectivement ce comportement qu'ont les Occidentaux dans la manière de gérer leurs données. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les données de santé. Je crois qu'il y a un rapport à la médecine et un rapport à la médecine intermédiaire via la donnée, qui a fait évoluer le rapport tout court à la connaissance médicale. Et elle pose, je crois, on a parlé tout à l'heure j'ai beaucoup aimé la remarque de M. Drouard là, sur la souveraineté, parce que pour moi, aujourd'hui, les enjeux de sécurité, puisque c'est ça dont il est question à cette table, les enjeux de sécurité sont liés à des enjeux de souveraineté. Et pour moi, la souveraineté, telle que je l'analyse de ces différentes remontées de mes DPO, je vois 3 types de souveraineté. Un premier type de souveraineté qui doit être garanti par une certaine sécurité, et on viendra après sur peut-être la manière d'aborder les choses, c'est la souveraineté de la personne. Effectivement, la personne qui a un rapport, qui est déjà inscrite dans un rapport à la maladie, nous sommes dans un rapport d'intimité particulière qui doit être traité avec une certaine, j'allais dire, une attention particulière, parce que, à la différence des autres données sensibles, celle-ci est peut-être la plus intime, parce qu'elle nous parle de la vie, elle nous parle aussi de la mort et de notre durée dans le temps sur cette terre. Et donc c'est un enjeu pour certains de savoir à quel moment je vais devenir, moi, dépendant. Pourquoi je vais le devenir? Parce que je consomme trop de café, trop de tabac, etc. etc. Et qui je suis? Ça permet effectivement de déterminer qui je suis.
Deuxième souveraineté, souveraineté de l'État. De l'État parce que nous avons affaire à une population qui a ses habitudes alimentaires, ses habitudes de consommation, on les a évoquées tout à l'heure, et pas seulement. Quand on voit que par l'affaire de Cambridge Analytics, qu'on est capable de manipuler certains pans de population pour les faire voter dans un sens ou dans un autre, on peut s'interroger demain sur les pratiques en termes de régime alimentaire et autres qui vont aboutir à des traitements médicaux adaptés. Et la question du choix, parce qu'un choix est-il véritablement éclairé lorsqu'il y a un mécanisme d'autocensure psychologique par un biais cognitif ou autre? Alors moi, l'ordre public social de protection, j'entends, mais tout dépend de l'État qui est aux manettes. Hein, la cité radieuse avec le système du crédit social où les individus deviennent des sujets de points vont poser des questions et des enjeux de civilisation au-delà des enjeux de souveraineté. Tout à fait. Et le dernier point sur lequel je voulais partager avec vous, qui est pour le coup moins partagé avec mes DPO parce qu'ils sont probablement moins sujets à ces questions-là, c'est la souveraineté professionnelle du médecin. Pourquoi? Parce que demain, le médecin va être assisté par de l'intelligence artificielle, par des ordinateurs, etc., etc. Et sa décision, qui est aujourd'hui une décision rendue en son âme et conscience, hein, via avec tout ce qu'elle comporte en termes de protection sur le secret médical, va être challengée par la technologie. Et quand les données collectées avec leur biais ou avec leur certaine quantité, ou quand l'algorithme programmé avec son biais va rendre une certaine conclusion, et que le médecin n'aura pas forcément la même, dans quel sens va-t-il conclure? Et demain, comment pourra-t-il se défendre en face de son assurance professionnelle s'il a conclu au contraire de ce que la machine lui conseillait? Ce sont les enjeux de responsabilité, les enjeux d'assurance, parce que là, on va avoir un autre biais qui est le biais culturel. Le rapport aux médecins aux États-Unis n'est pas le même que le rapport aux médecins en Europe et ou particulièrement en France. D'un côté, nous avons un prestataire de service dont on pourrait s'interroger parfois sur les notions de conflit d'intérêts avec un tarif horaire extrêmement élevé et avec des individus qui n'ont pas tous la possibilité de se faire soigner. C'est un système qui en vaut bien un autre, mais c'est un choix. Je ne sais pas si là il y a une grande liberté. Et puis de l'autre, le nôtre, avec une forte, on va dire, intrusion de l'assurance collective. Et on peut se poser aussi la question de quelle façon va-t-on donner gratuitement ou non accès aux assurances à nos données les plus intimes dans leur façon d'ajuster les primes. Nous ne serons pas tous égaux devant la prime. Absolument. Alors, qu'est-ce qui nous permet de remonter aujourd'hui? Quelles sont les pratiques, grosso modo, schématiquement, parce qu'on a peu de temps, qui nous permettent d'arriver à ces conclusions? Tout d'abord, il faut savoir que nous sommes rentrés dans une ère du suivi continu de notre état physiologique, dont on ne sait plus très bien si finalement on est encore dans le bien-être, si on rentre dans la santé, et de toute façon, dans la mesure où votre bien-être quotidien, les différents régimes, vos différents régimes de consommation vont déterminer peut-être, et à tout le moins, lorsqu'il va s'agir de rentrer en corrélation entre les systèmes, va peut-être aboutir à une conclusion que vous allez avoir un cancer à tel âge. Je pense qu'il faut se poser, en tout cas, la question de défendre les données qui ont été collectées dans cet axe-là. Deuxième point, nous sommes rentrés dans une ère de médecine prédictive, d'accord? C'est-à-dire que l'exercice de curation tel que nous le connaissions autrefois, où on allait ponctuellement chez son médecin dès lors que les symptômes apparaissaient, on a vu tout à l'heure que, en fait, aujourd'hui, on se rend sur Google, on regarde un peu ce qu'on a, et puis en fonction de ça, on va peut-être adapter une conduite hygiénique ou adopter une stratégie thérapeutique un petit peu différente, sans forcément aller chez son médecin ou alors chez un médecin qui n'est pas vraiment un médecin. Elle-même biaisée, puisque là, on aime bien parler des biais comportementaux du consommateur, mais on peut parler aussi des biais comportementaux des médecins, de nous-mêmes, plus ou moins avertis. La difficulté à laquelle on va se retrouver confronté, même pour toute une jeune génération de juristes ou de médecins ou de professions libérales ou d'experts, c'est qu'on assiste à une généralisation du raisonnement par la corrélation et non plus par la causalité.
Donc un raisonnement qui nous tire vers le bas. Et ça, c'est un gros danger, puisque un raisonnement doit être scientifique, avant tout empirique, et non pas sur des effets de masse standardisés, au bénéfice d'une pseudo-prédictivité, parce que, évidemment, on a tous peur du hasard. C'est ça la logique reptilienne. Et finalement, c'était très intéressant la présentation d'Ipsos tout à l'heure, parce que cette logique reptilienne, elle contamine tout. Et j'aimerais qu'on entende Olivier Spreux, là, justement, au niveau de son expertise, qui est particulière et qui est intéressante, puisque c'est un ancien avocat, qui a dirigé pendant longtemps, et Olivier, il faudra que tu me coupes, tu as été chef de service juridique de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pendant presque 10 ans. Tu as été responsable du département juridique ARS de l'Île-de-France, avocat, et maintenant tu es chez Livy, donc tu as basculé du côté obscur de la force, hein, tu me pardonneras l'expression. Mais Livy, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de télémédecine lancée en Suède en 2015. Et surtout, il s'agit du service de téléconsultation le plus utilisé en Europe. Alors, dans ton domaine, le défi que tu relèves au quotidien, quel est-il, toi qui as une particulière acuité sur les enjeux juridiques? Alors, oui, bonsoir, bonjour. Ouais, Livy, donc depuis 2015, leader en Europe de la téléconsultation, c'est 800 000 téléconsultations réalisées depuis 2015. Ouverture du service en France mi-septembre, et on en est aujourd'hui à 16 000 consultations réalisées déjà. Alors, par rapport à tout ce qui est RGPD, conformité, sécurité et protection des données personnelles, moi j'ai débarqué dans cette société il y a 2 mois. Donc là, je suis plutôt là pour vous faire un partage de rapports d'étonnement suite à ma prise de fonction. C'est une société donc, qui est organisée avec des équipes techniques, des équipes de développeurs, des équipes de protection des données qui sont installées en Suède, qui appliquent les mesures et les règles qui sont issues du RGPD et qui ont organisé un mode de fonctionnement interne à l'entreprise qui permet de gérer les risques en matière de sécurité et de protection des données. Ça s'articule principalement autour d'une équipe de management des risques avec donc un DPO en Suède qui fait office de DPO pour les différents pays dans lesquels la solution est implantée, avec un comité des risques qui se réunit tous les mois, qui évalue pas seulement, mais notamment les sujets qui sont liés à la sécurité, à la protection des données personnelles. Donc ça, c'est un point quand même qui est assez important, et avec des équipes dédiées derrière qui travaillent sur les mesures de sécurité et de protection des données qu'il faut apporter. Parmi les mesures qui sont mises en place, il y a un audit de sécurité qui est réalisé tous les 3 mois, un audit par trimestre, et donc par les équipes en interne, et annuellement un audit par un cabinet externe qui vient auditer donc les systèmes d'information. J'étais quand même plutôt agréablement surpris par le niveau des outils et des moyens qui sont mis en place à ce niveau-là. Le deuxième point qui m'a semblé intéressant de relever dans le mode de fonctionnement de la compagnie, c'est qu'ils insistent fortement sur les outils d'information et de formation. Alors, information vis-à-vis des utilisateurs de la solution qui vont devenir des patients dès lors qu'ils vont réaliser des téléconsultations avec nos médecins. Donc ça se passe au travers des conditions générales d'utilisation et au travers des différentes mentions d'information qu'on peut leur fournir. Et puis formation des équipes avec effectivement des équipes, donc selon le degré d'utilisation et de gestion des sujets en matière de sécurité des données, mais effectivement des formations qui sont plus ou moins poussées. À cet égard, un exemple qui est intéressant, puisqu'on développe également le produit en Angleterre. Et là-bas, quand on traite de la donnée de santé, des données qui relèvent du système donc du NHS, le système national anglais des données, enfin de santé plutôt, le NHS impose aux professionnels qui vont gérer des données de santé des formations, c'est-à-dire que les équipes doivent pouvoir répondre à un certain nombre de questions
et doivent pouvoir prouver qu'ils ont une connaissance suffisante de la réglementation et des enjeux en matière de protection des données personnelles. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant et qui a donné lieu à des formations internes qui ont permis de préparer les équipes à cet audit de façon à pouvoir utiliser et traiter ces données. Donc la fin du travail en silo est vraiment le focus sur le métier. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le dossier médical partagé et les ambitions? Je sais que c'est un petit peu provocateur et sensible, mais ça nous intéresse tous. On a un dossier médical partagé interne. Oui. Alors c'est assez intéressant aussi parce que la solution est déployée également en Norvège. Et il se trouve qu'en Norvège, on vient de faire l'objet d'un contrôle de la part de l'autorité norvégienne en matière de protection des données. Et la question principale qui ressortait de cet audit, c'était la question du partage des informations médicales entre les différents médecins. Oui. Sachant qu'en Norvège, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Finalement, alors moi je ne participais pas à cet audit, mais ce qu'il en est ressorti, c'est qu'effectivement, il a été démontré à l'autorité norvégienne qu'il était nécessaire, dans des conditions de sécurité suffisamment avancées, de faire en sorte que les médecins qui réalisent les consultations puissent se partager les informations liées aux patients dans un but finalement de pouvoir offrir des soins de qualité à des patients et donc de pouvoir accéder à l'antériorité du dossier médical. En France, le sujet est réglé différemment. Nos médecins font partie d'une même équipe de soins et au titre de l'appartenance à une même équipe de soins, on a une possibilité de partager les informations des patients entre ces différents professionnels de santé. Alors on va revenir peut-être à la question de départ, c'est-à-dire que il y a un rapport, je crois, de l'ISRIP qui nous indique que dans le domaine de la santé, on a 50% des acteurs de la santé qui estiment ne pas être concernés par les menaces internes. Donc en matière de sécurité, ce partage de dossiers va générer une exposition au risque exponentielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Philippe, au niveau de votre expérience, je crois, récente? Alors, récente, effectivement, l'expérience est d'hier soir. Donc, nous avons passé la nuit à... C'est pas mal. Nous avons passé la nuit à essayer de remédier à un incident sur une grosse structure hospitalière sur le territoire. Quand je suis arrivé dans les ministères sociaux en 2014, j'avais mis en place un dispositif pour recueillir sur volontariat les incidents, avec pour objectif d'appuyer notamment les plus petites structures qui se faisaient attaquer. Plus un service de veille, puisque j'ai la chance d'avoir 2 adjoints extraordinaires et qui font beaucoup de veille sur Internet, sur les vulnérabilités ou les documents que l'on peut trouver. Nous sommes particulièrement fiers à être le seul secteur professionnel aujourd'hui dans le monde de la santé à avoir inscrit dans une loi hors loi militaire, hors loi numérique, l'obligation de remonter les incidents de sécurité, au moins pour les établissements de santé, avec plusieurs objectifs. D'abord, même si j'ai le titre de fonctionnaire de sécurité, je ne suis pas fonctionnaire, donc je garde mon mauvais caractère. Et tout ce qui nous est remonté reste absolument tombal, sauf 2 cas de figure. C'est 1, autorisation de l'établissement de dire voilà ce qui m'est arrivé, et 2, c'est s'il y a mise en danger de la vie d'un patient, là je suis obligé d'élargir le cercle de confiance pour pouvoir rentrer dans effectivement les déclarations obligatoires ou sur des dispositifs médicaux pour rejoindre l'ANSM. Voilà. Mais quand c'est un dispositif médical, elle ne sait plus trop quoi en faire derrière. Donc finalement, dans la sécurité, finalement, l'humain, c'est le problème et c'est aussi la solution, c'est la formation. L'humain, c'est le problème et la solution. Pour moi, il faut qu'en matière de sécurité, alors sécurité au sens large, j'ai beaucoup aimé l'utilisation du mot gestion de risque et analyse de risque, parce que c'est mon métier d'analyser les risques, de présenter les risques, mais ce n'est pas moi qui prends le risque. Le risque, il est pris par le métier à un moment donné. Sachant que dans le monde médical, quand on prend des risques, en plus c'est assez facile, on prend des risques non pas pour soi-même, mais pour les autres. Contrairement à un aviateur qui, lui, quand il prend un risque, il le prend pour lui-même déjà. Donc, avant de faire décoller son avion, il sait si lui-même est en situation de risque ou pas. Un chirurgien ou un médecin, le risque, il le prend pour son patient. Mais pour cela, pour prendre un risque, il lui faut le maximum d'éléments. Donc la sécurité, déjà, n'est pas un problème technique. Avant tout, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème humain.
L'avantage d'avoir fait ce dispositif de remontée d'incidents, c'est de également jouer sur l'intelligence collective. On m'a toujours appris, depuis que je suis tout petit, que 2 ânes valaient mieux qu'un. Donc l'intelligence collective, ça permet de confronter différents points de vue et de pouvoir, de temps en temps, trouver des solutions à des situations qui semblaient inextricables au départ. Et puis l'autre chose qui a été faite, c'est dès lors que l'on fait une obligation, j'estime qu'on doit apporter immédiatement un service complémentaire. Et donc, il y a un service aujourd'hui ouvert aux professionnels de santé qui s'appelle Cyberveille Santé. C'est un site internet dédié aux éléments sécurité pour le monde de la santé. Quelque chose de spécifique. Spécifique et lisible. Il y a d'autres agences en France qui parlent de sécurité dans le monde de la santé. Je vous défie de trouver la dernière annonce qui avait été faite par un grand éditeur de pacemakers sur les vulnérabilités de ces pacemakers en 2017. Voilà, trouver l'information, il fallait savoir où chercher et comment le chercher. Donc là aussi, il faut rendre l'information accessible et également rendre l'information simple de compréhension. Tout le monde n'est pas informaticien, tout le monde n'est pas juriste formé au DPD. Sur l'établissement qui s'est fait attaquer donc, cette semaine particulièrement, quand on a indiqué aux directeurs et aux juristes de l'hôpital, dont leur DPO, qu'il fallait faire une notification à la CNIL, pourquoi on ne nous a pas volé de données médicales? Le RGPD a ce gros avantage, c'est qu'il n'a fait que révéler ou mettre en lumière ce que dit la CNIL depuis 41 ans. La protection de la donnée à caractère personnel, c'est disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve ou trace. Et qu'il suffit de regarder le site de la CNIL sur les notifications qui ont été faites depuis le mois de mai. La partie disponibilité et intégrité est importante. Dans un hôpital, le mélange de deux dossiers médicaux peut avoir des conséquences dramatiques. D'accord. Donc finalement, on a un vrai challenge sur la concentration des informations, mais on en a aussi un deuxième. Est-ce qu'on n'a pas la frontière avec le médical? Et ça, c'est la question pour Stéphane, qui s'estompe complètement. Si, je pense que la frontière avec le médical s'estompe, mais il nous revient à nous aussi, acteurs, de ne pas vivre ça de manière passive, mais de transformer, j'allais dire, le fait que cette frontière s'estompe en quelque chose de positif. Par exemple, le choix qui avait été fait chez Atos, bien avant mon arrivée, donc je suis très à l'aise pour parler de tout ça, c'est d'intégrer en fait des médecins à toutes les étapes de la vie d'un projet. Parce que Atos est en fait un prestataire de services de santé agréé, en cours de certification. Voilà, donc qui a déjà des bonnes practices, comme on dit, ou des good practices, des bonnes pratiques. Et le choix donc, qui a été fait, c'est vraiment d'associer vraiment les médecins à toutes les étapes de la vie d'un projet, c'est-à-dire à partir du moment où on rencontre un client, où on propose une solution technique, d'hébergement, eh bien, le médecin est associé. Forcément, il est associé en cas de demande, effectivement, d'accès aux données médicales, mais j'allais dire autant que classiquement. En revanche, le caractère original, c'est cette approche de mettre un médecin un petit peu partout. Pourquoi c'est original? Parce que ça anticipait déjà ce qu'on peut lire dans le RGPD sur la privacy by design, privacy by default. C'est-à-dire qu'on a voulu intégrer, et on a fait un peu, tout à l'heure on a parlé de silos, on a fait un peu, passez-moi cette expression, péter les silos ici, en associant vraiment à la fois la matière informatique avec la matière médicale. C'est pas toujours aisé, puisqu'on peut avoir un ordre des médecins qui est conservateur sur certaines approches, en se disant mais voyons, en fait, est-ce que cette personne-là n'est pas là pour faire de l'argent ou simplement pour mettre en place une sorte de publicité à rebours? Bon, je pense que les mentalités, là aussi, sont en train d'évoluer. Donc, le rôle du médecin, je pense, va demain, j'allais dire, s'imposer comme étant quelque chose de déterminant, à tout le moins, pour ce qui concerne les prestataires de services de santé retenus et choisis par les différents CHU. Alors, il s'agit aussi d'être prudent face aux biais culturels, puisque... quand on emploie le terme médecin, il y a aussi des médecins, on va dire, qui sont assez compétitifs et qui sont devenus des marchands.
on va se poser peut-être la question aussi, est-ce que la sécurité, ça ne signifie pas que les données de santé doivent éviter avant tout de tomber entre de mauvaises mains? Par exemple, l'initiative de cette société, c'était 23andMe, qui a vendu en 2018 l'intégralité des données génétiques de ses clients au laboratoire GlaxoSmithKline, vous me pardonnerez, j'ai du mal à le prononcer, pour 300 millions de dollars. Donc ça, moi je veux bien, on nous a parlé beaucoup d'économie tout à l'heure, les enjeux de compétitivité, mais ça a aussi une limite éthique. Et finalement, les données de santé n'appartiennent à personne, on a un droit d'usage sur la donnée de santé. On confond souvent propriété des données de santé avec la propriété des bases de données. Et quand on voit ce type d'initiative, la sécurité, finalement, bien, elle va plus loin. Elle va au-delà de l'intégrité, la disponibilité, etc., tout ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est de notre capacité à souhaiter finalement qu'elles soient protégées et notre volonté de les protéger puisqu'elles sont censées avoir une valeur. Aujourd'hui, il y a une véritable chasse à la donnée sensible, à la donnée de santé. Vous avez des entreprises qui vous expliquent qu'elles veulent récupérer vos tests ADN à tout prix, moyennant $300, je crois, avec des mises aux enchères sur les marchés. Comment on fait là quand on est une entreprise française où on n'est pas dans ce biais culturel ou dans cette logique vorace libérale? Déjà, il y a un premier point, c'est que l'ensemble de nos collaborateurs sont soumis à la loi. Et donc, la vente des données de santé, a priori, on ne devrait pas avoir ce type de comportement chez nous. Après, le point, c'est que nous travaillons énormément sur l'éducation. Je crois que tout à l'heure, j'ai parlé du commun des mortels qui glisse, entre guillemets, ces différents symptômes sur Google. Je crois que nous avons un rôle, nous aussi, au sein de nos équipes d'éducation. D'ailleurs, le texte nous force, le RGPD nous force à cette obligation générale de awareness. Et moi, quand j'explique à mes DPO que le awareness, c'est nous traitons des données, toutes les données que vous traitez vous regardent autant que vos propres données, d'une certaine manière. Donc cette obligation-là, Heidegger disait qu'il fallait un supplément d'âme quand on gérait la technique. Je pense que clairement ici, ce supplément d'âme, il est dans cette obligation de sécurité qu'on ramène que trop, je trouve, à la sécurité physique et logique. La sécurité, c'est aussi de la vigilance, c'est aussi de la prévention, c'est aussi de l'éducation en changeant les bons mots de passe, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que professionnels de l'informatique, déjà, on a donc à titre d'ADN, c'est inhérent à nos activités, et après ça, nous les appliquons aussi, ces bons éléments-là, nous les appliquons aussi en matière de santé. Puis j'insisterai sur le fait que depuis l'article 32 du RGPD, on a cette mise en balance progressive qui doit être faite dans les situations de traitement. Donc cet exercice-là, il est fait de manière récurrente, et j'insiste d'ailleurs sur le fait que cet exercice-là, il ne doit pas être le seul fait du prestataire. C'est-à-dire que trop souvent, ce que je vois, c'est que cet exercice-là, il est un peu basculé chez le prestataire. Mais si on relit bien le texte, si on s'intéresse à son exégèse, on voit quand même que prestataire et responsable de traitement sont mis exactement sur le même plan et sont associés par un « et absolument pas par un « et ou ». Oui. D'où les grandes difficultés que nous avons vues sur la définition de qui est responsable de traitement, qui est sous-traitant, qui est responsable conjoint, notamment dans le cadre du DU, où nous avons travaillé longuement sur la question. J'ai une autre question, puisqu'on parlait d'Heidegger, mais on peut aussi parler de Jean Kelevitch, que j'aime beaucoup, puisqu'on nous dit que nos traces sur le net sont indélébiles. Donc là, c'est peut-être une leçon de modestie. Comment ça marche, le droit à l'oubli avec les dossiers médicaux partagés, la télémédecine? Comment on fonctionne, là? Alors, nos dossiers médicaux ne sont pas disponibles sur le net. Les dossiers médicaux sont conservés dans les conditions de la durée légale de conservation des dossiers médicaux en France, qui est de 20 ans. On a des mesures. Alors, je ne suis pas rentré. Oui, ça marche plus fort. Je suis pas rentré complètement dans les détails encore de toutes les modalités de sécurité qui entourent la mise en place de ces dossiers médicaux partagés.
voilà, je ne sais pas exactement quelles sont les mesures qui sont mises en place. Ce que je sais, c'est que donc on appelle ça ici dossier médical partagé. Le fait est que c'est un dossier médical électronique auquel finalement vont avoir accès les différents médecins qui sont tous membres de l'équipe de soins, de l'acteur de soins, de l'offreur de soins qui propose ces téléconsultations. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que effectivement, les échanges qui peuvent avoir lieu entre les professionnels au sujet d'un dossier patient se font par le biais de messageries sécurisées de santé, ce qui permet quand même d'avoir une certaine protection sur les échanges d'informations qui peuvent passer. Tous les enjeux exponentiels, on va dire, de sécurité des données, mais également quel coût. Combien ça coûte? Là, je parle à Stéphane, de vouloir protéger. C'est important d'en parler pour la PME. Ça coûte cher. Voilà. La sécurité a un prix. Enfin, la sécurité a un prix, elle coûte cher. Aujourd'hui, il faut quand même s'interroger aussi sur le nombre d'acteurs présents, hein, c'est-à-dire notamment pour ce qui concerne la sécurité logique, là pour le coup. Il faut s'interroger sur le nombre d'acteurs présents et sur, en fait, j'allais dire, leur très forte influence qui chinoise et probablement demain américaine. Donc ça aussi pose un enjeu en termes de, j'allais dire, de partenaires à définir lorsqu'on travaille, parce que nous sommes hébergeurs, mais en tant qu'hébergeurs, nous faisons appel à tout un tas j'allais dire, de technologies. Et lorsqu'il s'agit de trouver des acteurs dans certains domaines très particuliers, eh ben, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y a que les Américains. Donc du coup, c'est pour ça que je rebascule sur les éléments de souveraineté qui sont déterminants. Sécurité et souveraineté hein, sont éminemment liés j'allais dire, dans cette espèce en tout cas. Et donc là, on va parler d'enjeux et de volonté politique, mais ça va être un autre débat, puisqu'on a des enjeux de régulation et d'harmonisation de législation européenne dont va nous régaler Jean-Luc tout à l'heure. J'ai envie simplement de vous dire que finalement, après avoir tout entendu, enjeu sociétal, enjeu de compétitivité, enjeu de sécurité, ben c'est effectivement une magnifique leçon de modestie, parce que je ne suis pas certaine que le droit à l'effacement fonctionne véritablement techniquement. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui pouvait demander à Google où étaient ses serveurs et comment ça fonctionnait. Peut-être que le contentieux sera la solution, peut-être, mais je n'en suis pas sûre. Nous verrons les recours juridictionnels. C'est passionnant et comme, pour paraphraser Jean-Luc, c'est magnifique, la circulation des données, la protection des données, mais on va se poser peut-être une question sémantique. La privacy, c'est surtout le droit d'être laissé en paix. Et au XXIe siècle, est-ce que c'est encore possible ? Là, on a rattrapé le retard. Oui, mais j'ai fait exprès. Il m'a donné des instructions. Gilles. Gilles, étonnant. C'est pour toi, ça. Bonjour. Ça va être une question embarrassante. Je vais essayer de la poser calmement. Gilles Trouessin, Accessif, Toulouse. J'ai passé 8 ans à la CNAM de 93. Eh oui, ça s'appelle la censure. La censure, pardon. Plein de belles nouvelles, sauf que tout ce que j'ai entendu là, moi je l'ai entendu dans les années 90 quand on animait des groupes de travail à l'AFNOR au Seine avec Norbert Paquel. J'ai fait partie d'une équipe de dépouillement de l'appel d'offres pour le GIP de préfiguration du DMP en 2006. On doit être en 2009. Non, pardon, en 2019. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Là, c'est pas l'expert en sécurité, anonymisation, privacy, tout ce qu'on veut, c'est le citoyen. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2006 ? Là, j'hallucine. L'explosion des objets connectés. En matière de sécurisation des systèmes d'information de santé. Ah, en matière de sécurisation, on va laisser Athos répondre. Avec d'autres pour donner la NAP et la ZIP Santé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 12 ans ? Alors déjà, nous avons le RGPD,
qui est venu apporter des éléments. Alors, s'il n'a pas, en tout cas, s'il n'a pas changé, j'allais dire, la définition des données de santé, puisque celles-ci sont le fait du CSP, vous avez raison, au bout du compte, il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais je crois que c'est une évolution pas à pas qu'il faut mesurer ici, et vous avez une évolution des mentalités qui a accompagné. Alors, peut-être que ça ne va pas assez vite, peut-être, vous avez probablement raison, mais il faut quand même savoir que dans ce domaine de la santé, rappelons-nous quand même que tout ce qui concernait le temps qu'il a fallu pour qu'on puisse disséquer les corps, il a fallu des années. Ensuite, pour qu'on puisse accéder à l'imagerie du corps, il a fallu des siècles. Et là, entre guillemets, on demandera en quelques mois de sécuriser des éléments qui sont éminemment fugitifs. Parce que la définition, et je participais ce matin à un débat à la CNUSI, à l'OCDE, sur quelle définition peut-on donner à la donnée, cet élément si fugitif et entre guillemets quasi organique. D'accord, quasi organique, parce que collecté de façon permanente tout le temps, qu'il nous faut entre guillemets protéger. Excusez-moi là. On avait ce débat dans les années 97, au moment du plan Juppé, pour l'évolution de la maîtrise médicalisée, soi-disant, des dépenses de santé. À la CNAM, on avait fait la fonction foin qui a anonymisé le RNIAM, le SNIRAM et peut-être le RPPS un jour, je ne sais pas. Ça fait plus de 20 ans. On avait le même discours. La seule définition qu'on a, c'est une donnée de santé. Monsieur Chassor, un ancien secrétaire général du CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins, m'avait dit, c'est simple, une donnée de santé, Gilles. Dès qu'un médecin touche une information sur une personne, c'est une donnée médicale. Un dessin d'un enfant chez un pédopsychiatre, c'est une donnée médicale. Quelqu'un qui est en train de se faire licencier, qui va chez son médecin, il lui dit j'ai mal au foie, mais être licencié, c'est aussi une donnée médicale pour le médecin. On ne sait pas définir la notion de donnée médicale, mais depuis plus de 20 ou 30 ans, on sait définir la notion de données de santé. Donc qu'est-ce qui a évolué depuis les années 97 et le plan Juppé? C'est pour ça que, monsieur, nous avons décidé d'associer, nous, dès le plus haut, dès les premières prises en compte des appels d'offres, un médecin. Et c'est l'obligation de l'HDS de toute façon. Donc c'est logique. Vous n'avez pas inventé. Ça fait combien d'années qu'il existe l'agrément HDS qui va devenir certification HDS, heureusement. Qu'est-ce qui a avancé depuis 20 ans? C'est un peu plus que ça. Son rôle est un peu plus élargi que ça chez nous. Et vous avez raison, il y a des conservatismes aussi de part et d'autre, parce qu'on peut comprendre que les ordres s'inquiètent de la manière dont sont utilisés les médecins, entre guillemets. Et je crois que c'est une évolution qui doit se faire de manière non silotée et de manière uniforme. Ce qui, je pense, nécessite, vous avez probablement raison, sur un temps long pour s'adapter. En 96, on a donné 7 000 plus 2 000 francs aux médecins pour s'informatiser pour pouvoir faire ces hôpitaux. Certains ont fait la trêve à l'hôpital jusqu'à il y a quelques années. Il va falloir qu'ils fassent du stylo vivant à la souris quand même. Tout n'est pas une question de définition, mais parfois d'interprétation. Et aujourd'hui, la donnée de santé, c'est tout ce qui touche l'environnement de santé. Et il faut laisser, je pense, aux magistrats et aux juges le soin de réguler tout cela. Le juge est veille. Il y a, je m'excuse, j'ai fait une rupture, là c'est une dame, je ne peux pas refuser madame, etc. Bonjour à tous, Nesrine Benyaya, je suis docteur en droit de la santé. Et j'ai créé une start-up qui s'appelle Docteur Data et on intervient dans la protection et la valorisation des données de santé. Donc à la fois auprès de cabinets médicaux, mais d'établissements de santé, médico-sociaux et sociaux et d'autres entreprises. Alors j'ai une question. Alors j'interviens juste rebondir sur ce que disait le monsieur. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience citoyenne que peut-être le RGPD va enfin amener, parce que voilà, il y a cette vocation un peu plus grande échelle d'aller propager les droits et libertés des personnes en matière de protection des données personnelles, ce qui d'autant plus nécessaire quand on parle de patrimonialisation des données personnelles. Aujourd'hui, on vous dit si vous ne payez pas le service, c'est que c'est vous le produit, donc autrement dit vos données. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi intéressant de rester sur ces dispositions-là qui sont françaises. Aux États-Unis, c'est pas le cas, mais de rester sur ces dispositions-là, que les données personnelles sont un prolongement de la dignité humaine. Maintenant, j'ai une question juste, parce qu'on pourrait peut-être opposer parfois la protection des données au sens droit et liberté et la sécurité des données. Je m'exprime. Sur la blockchain, par exemple. Des technologies comme la blockchain, où on peut vous assurer la sécurité des données, le caractère immuable des données, mais on vous dit oui, il y a un droit à l'effacement, donc si je mets ma donnée dans la blockchain, je ne peux plus l'enlever.
Donc, à la fois, je sais que je peux la sécuriser parce qu'il n'y a plus de tiers de confiance, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas donc la modifier et puis la supprimer, du coup. Mais moi, en termes de droits et libertés, je dois faire un choix. Il y a des solutions, on travaille dessus. Mais il y a aussi cette partie-là, un peu cette réflexion antinomique entre la sécurité et la protection des droits et libertés. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que la question, c'est de savoir si la blockchain constitue une solution technique sécurisée? C'est ça la question? Comment on pourrait appréhender justement le développement de cette technologie-là qui est de plus en plus présente dans le secteur de la santé par rapport aux droits et libertés, le fameux droit à l'effacement, le droit à l'oubli. Notamment, moi, si je décide via une plateforme de mettre mon dossier patient pour me suivre moi-même, il n'y a pas forcément mes professionnels de santé, je ne suis pas du tout dans le cadre d'une prise en charge médicale ou autre, mais je décide du jour au lendemain de supprimer mes données de cette plateforme-là, mais moi, simple citoyen, je ne sais pas ce que c'est, la blockchain, le caractère immuable, et la plateforme me dit « je ne peux plus la supprimer, c'est immuable ». C'est tout le problème des blockchains avec la compatibilité au RGPD. C'est-à-dire qu'on écrit beaucoup sur la question, nous sommes nombreux à écrire sur la question pour dire que la blockchain, c'est un registre décentralisé, certes, mais pour autant qui n'est pas soluble dans le RGPD, puisque l'exercice des droits doit pouvoir être garanti, ce qui, à l'heure actuelle, techniquement, n'est pas forcément possible dans une blockchain. Vous avez la société Emblema aujourd'hui qui a mis en place et qui vend des solutions blockchain infalsifiables. Et encore aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il va falloir que l'on soit modeste sur ces technologies que nous sommes tous en train d'éprouver et qui ne sont pas forcément compatibles avec la réglementation en vigueur. Oui. Alors, il y a des protocoles qui permettent de sortir du privacy by design aussi dans la blockchain. On peut arriver à faire certaines choses pour essayer d'assurer les droits et libertés. Merci. Demander à M. Ouineau de répondre s'il ne partage pas. Vous ne pouvez pas le voir, mais je pense qu'effectivement... Je pense qu'effectivement, vous avez vu mes mimiques, je ne suis pas forcément d'accord. Là, on est en train de réagir, de parler sécurité avec les moyens. La sécurité, c'est pas ça. Là, on va retomber dans l'intégrisme de la sécurité, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le terme tout à l'heure a été utilisé, c'est l'analyse de risque. Qu'est-ce que je veux protéger, à quel niveau et pourquoi faire? Et le gros avantage, alors là aussi, le ministère de la Santé, nous pouvons nous féliciter, c'est que le FSSI et la DPO ministérielle partagent pas le même bureau, nous avons une porte de différence. Moi, quand j'analyse, je fais une analyse de risque pour de la sécurité logique ou physique. Que je fasse une analyse de risque pour de la donnée confidentielle défense, à caractère personnel, sensible, financière ou autre, ce n'est qu'une différence de moyens de résultat. Je protège mon organisme et mes systèmes. L'avantage de coupler avec le DPO et la partie RGPD, c'est que là, je vais faire la démarche d'analyse de risque est exactement la même. Si ce n'est que l'impact, on va le regarder pour le citoyen, pour l'individu. Et là, je dirais la concaténation des deux, vous arrivez à faire quelque chose d'extraordinaire. Le produit de la CNIL qui a été sorti, en plus c'est un camarade qui pilote le truc, c'est fondé sur l'analyse IBIOS qui vous permet de faire des analyses de risque qui sont propres et qui permettent de voir effectivement l'impact sur l'individu. Donc aujourd'hui, la blockchain, ce n'est pas un souci. À partir du moment où vous avez fait votre analyse de risque, votre expression de besoin en matière de sécurité, derrière, la technique suivra. Il n'y a aucune difficulté. Oui, j'aime bien, vous qui entrez ici, cessez toute espérance, ça dépend du point de vue. J'ai tendance à considérer, à me méfier de la technique, c'est normal, et j'ai tendance à vouloir qu'elle soit éprouvée. Et l'on voit récemment, notamment au niveau des crypto-monnaies, que cette technologie, eh bien, elle n'est pas aussi inviolable qu'elle veut bien l'être. Donc, on verra au niveau de la compliance comment les juristes vont déterminer qui sera responsable en cas de violation. Et c'est là qu'on va s'amuser. Ouais. Je vais vous laisser répondre pour qu'elle n'ait pas le dernier mot, parce que oui, ce serait facile, et après on commence. Ce serait désagréable, effectivement. Alors effectivement, on peut reparler des problématiques sur le Bitcoin. Maintenant, là également, c'est une vision faite par un petit bout de la lorgnette. Il faut regarder la blockchain dans tous les sens du terme. Alors déjà, il n'y a pas une blockchain, il y a des blockchains avec des modèles différents, et que l'on se focalise sur un incident qu'il y a eu sur une partie pour faire une généralité. Donc là, la généralité, je suis un... Mais le droit est taquin.